Là, on est en live. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Monsieur Adam Selmania, docteur, docteur Adam Selmania. Il aura le temps de se présenter. Et comme d'habitude, vraiment dans la joie et la bonne humeur, on va essayer d'échanger. Et puis, l'objectif, c'est vraiment que ce portrait et les autres portraits puissent susciter des vocations chez la jeune génération. Donc, je me présente Moussa Kébé. Je suis le fondateur de Splash Guy Recrutement. Je suis aussi le représentant de l'université d'Aus, qui est une université sénégalaise qui forme les futurs scientifiques. Et donc, sans plus attendre, on va poser la question, on va laisser la parole à Dr Salmania. Quel est l'intitulé de votre métier, monsieur le docteur? Alors déjà, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent d'Europe, d'Afrique et d'ailleurs. Merci d'être là. Merci également aux amis que je connais et qui ont bien voulu m'écouter une nouvelle fois s'ils sont là. Donc aujourd'hui, moi, après une carrière d'entrepreneur, j'ai rejoint l'université en tant que Research Associate, donc on traduit en français comme chercheur associé. Et j'ai été recruté pour accompagner la création d'une start-up issue de l'université, on appelle ça une spin-off, dans la nutrition personnalisée. Donc, je suis à la fois Research Associate et comme j'accompagne la spin-off, donc je suis spin-off advisor. Voilà, c'était mon poste à l'université après une carrière d'entrepreneur. Voilà. J'accompagne cette start-up à la fois sur les plans scientifique, puisque j'ai une origine moi-même de biochimiste. Ça date un peu, hein, mais ça en reviendra sur les questions, effectivement, comment on se définit, puisque ça fait toujours plaisir de se faire appeler docteur. Enfin, j'ai eu mon doctorat il y a 20 ans, donc on peut imaginer que les choses ont un peu changé. Et au-delà du titre, je suis maintenant devenu autre chose que ce simple titre de docteur. Mais on pourra y revenir. Et donc, j'accompagne sur les aspects scientifiques, mais également sur les aspects entrepreneuriaux et stratégiques, la start-up, sur les aspects de business development, de mise en place de contrats avec des industriels ou avec des partenaires industriels, des partenaires institutionnels, pardon, et également dans la mise en place avec évidemment le chercheur qui est à l'origine de cette start-up, qui est même issue de l'Université du Luxembourg. J'interviens avec lui sur la soumission à des projets européens. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours académique? Alors, j'ai un parcours académique, alors pour certains il est classique, pour d'autres il est un peu moins. Je suis d'origine algérienne, je suis né en Algérie, mes parents m'ont emmené en France avec 4 mois, donc on peut dire, pour ainsi dire, je suis un enfant de l'école française pour la partie scolaire et académique. J'ai grandi à Paris et j'ai fait toutes mes études jusqu'au doctorat à Paris, un doctorat de physiologie de la nutrition humaine. Après ce doctorat, je suis parti faire un stage postdoctoral aux États-Unis, donc à Penn State University, où j'ai continué mes recherches de thèse sur un autre modèle. Donc en thèse, je travaillais sur des modèles in vitro, et aux États-Unis, j'ai travaillé sur des modèles in vivo, sur souris. Et au bout d'1 an et demi, puisqu'on est là pour parler de nos parcours, et j'ai ma maman qui est diabétique de type 2, qui a eu un problème de santé. Comme j'étais l'aîné, s'est posé la question de revenir en France auprès de mes parents. Les parents sont en France. Ma mère, maintenant mon père m'a quitté l'année dernière, à son âme. Et donc, j'ai pris la décision que la famille était importante. Et donc, je suis rentré un peu prématurément par rapport à mon objectif de vie au départ, qui était de passer un certain temps aux États-Unis. Et donc, je suis rentré plus tôt pour être aux côtés de ma maman et assumer mes charges d'aîné. Par contre, lorsque j'étais aux États-Unis, donc j'avais la chance d'être dans un très très beau laboratoire de la côte Est,
Et d'ailleurs, je pourrais rajouter une anecdote rapidement, parce que un jour, j'ai une personne qui m'appelle pour nos recherches, qui appelle le directeur du laboratoire en disant, tiens, on a lu un article de Selamnia et al. Et on aimerait tester une hypothèse. Et donc, mon patron de postdoc dit, bah, ça tombe bien, justement, il est ici pour un stage postdoctoral. Ah, très bien, très bien. Et en fait, il s'est avéré que c'était l'équipe de Lou Ignarro. Et donc là, on est en mars 98. Et en novembre 98, Lou Ignarro est prix Nobel de médecine. Donc, je n'ai pas contribué à son prix Nobel, mais j'ai travaillé à une hypothèse qui était testée. Alors, évidemment, son Nobel remontait, enfin, l'origine de ses travaux est plus ancienne que ma simple modeste contribution. Mais c'était assez drôle. Donc, je reviens sur la partie. Donc, quand j'étais aux États-Unis, je préparais en même temps une double compétence. Je voulais faire un MBA parce que j'avais déjà dans la tête l'idée d'aller rejoindre l'industrie. Comme je suis rentré prématurément, bah, j'ai préparé ce MBA en France, à la Défense. Et très rapidement, bah, j'ai été chassé par un cabinet conseil en innovation. Mais comme j'étais déjà un peu âgé par rapport à ceux qui faisaient des MBA, puisque j'avais déjà derrière moi une thèse, plus déjà presque 2 ans de postdoc, donc je suis arrivé avec mes conditions. Il se trouve que, bon, j'étais major de promo, donc ça se passait bien, on va dire, donc je pouvais avoir certaines conditions. Et donc, j'ai dit que je ne pouvais pas rester au-delà de 17 heures tous les jours parce que je voulais travailler sur un projet personnel de création d'entreprise. Et donc, j'acceptais le salaire qui était pas démentiel. Voilà, il aurait pu faire un effort, mais comme il n'avait pas fait cet effort, donc je considérais que ma valeur, j'allais l'investir dans autre chose et à côté. Et donc, on est tombé d'accord. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 an pour ce cabinet de management et de valorisation de l'innovation. Et pendant ce temps-là, donc, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait la même formation que moi, en réalité, qui m'a ramené à son ancien patron, qui est l'ancien patron de Hux Marion Roussel, donc un grand président de l'industrie pharmaceutique. Et avec lui et un autre associé, bah, au bout de ces 1 an, j'ai monté la société. On a monté ensemble une société. Donc, j'ai quitté ce cabinet de conseil en valorisation de l'innovation. J'ai beaucoup appris pendant 1 an. Voilà. Et ça a été ma première expérience entrepreneuriale qui commence à partir de là. Donc là, je m'arrête là parce que c'est la partie académique. J'ai un petit peu débordé. D'accord. Donc, mon parcours académique, thèse. Allô? Moussa? Je t'ai perdu? Allô, allô? Moussa? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. On a juste été coupé un petit peu, je sais pas. Oui. Je sais pas, oui, parce que je suis en câble, donc normalement en LAN, donc ça devrait aller de mon côté. Donc, voilà, je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais tout ça pour dire qu'effectivement, je suis scientifique de formation, donc j'ai cette thèse, puis derrière un MBA, donc une double compétence en marketing, ingénierie d'affaires. Merci pour cette explication. Et aujourd'hui, on a bien compris la question que je vais poser, quelles sont les évolutions, mais aujourd'hui, l'évolution, vous l'avez brossé un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette évolution aujourd'hui? Quelles sont aujourd'hui les évolutions dans votre poste? Alors, donc, il y a 2 choses. Quand on fait un doctorat, d'accord, donc il y a différents métiers qui sont accessibles. Évidemment, les premiers auxquels on pense, ça va être des métiers qui sont directement liés au monde académique. Et donc, de continuer dans cette voie-là, devenir chercheur ou enseignant-chercheur, et donc de continuer à l'université ou dans le centre de recherche auquel on a fait ces classes. Cependant, aujourd'hui, un chercheur, mais c'est depuis quelques années déjà, heureusement, sont aussi demandés pour leur expertise dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, aujourd'hui, le monde de la finance, qui a besoin d'investir dans notamment des sociétés qui sont dans l'investissement, dans les startups, par exemple, pas forcément au début, mais dans des stades plus lointains, ont besoin des gens qui ont une certaine compétence technique pour pouvoir évaluer ces dossiers. Donc, ils vont aller s'adresser, recruter des analystes, donc des docteurs qui ont cette compétence métier pour leur demander d'expertiser sur le plan scientifique et technique la qualité, par exemple, de la startup ou de cette technologie qui serait intéressant pour eux d'acquérir.
Donc ça, c'est un métier possible. Moi, je suis dans le domaine de la biologie, mais de la biologie et ou de la santé. Et donc, il y a une palette de métiers aussi qui s'ouvre avec ça. Donc, le monde des assurances, le monde, voilà. Donc, un ingénieur aussi, et un docteur. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a une méthodologie, une approche. Et donc, c'est une signature qui va nous suivre par contre toute notre vie. Parce que ces études-là, c'est pas tant la connaissance qu'on acquiert, c'est plutôt la méthodologie. Et on est formé à une certaine méthodologie, tout comme les ingénieurs sont formés à une autre approche. Et donc, nous, cette approche qui nous a pendant 3, 4, 5 ans qui a duré la thèse, eh bien, on s'est formé à une relation au temps, une relation à la connaissance qui est un peu différente. Et donc, c'est complémentaire d'un ingénieur. C'est pas la même chose. Et les entreprises peuvent, dans certains cas, apprécier d'avoir ces deux profils. D'accord. Ok. Et si je peux vous poser la question, quel est aujourd'hui le salaire d'un junior? Donc là, ça va être plus un post-doc qui n'est pas tellement. Alors, c'est difficile de poser cette question parce que cette question est étroitement liée à la géographie. D'accord? Et donc, évidemment, dans certains pays d'Afrique ou quel que soit le pays en Afrique, parfois le docteur n'est même pas payé. Il peut avoir une bourse. Des fois, on accepte des étudiants sans bourse, c'est très compliqué. Bon, en Europe, depuis très longtemps, fort heureusement, on ne prend plus d'étudiants en thèse sans bourse. En principe, le financement doit être assuré pour les étudiants. Et donc, ça varie. En gros, moi, je suis rattaché à l'Université du Luxembourg, donc qui est un pays qui est quand même pas à plaindre sur le plan financier. Sans vouloir susciter des vocations et attirer des foules, on est peut-être à pas loin de 2 fois ce qui se fait en France. D'accord, ok. Donc, par contre, il y a un coût de vie qui est un petit peu supérieur pour le housing, pour le logement. D'accord? Pour le reste, le coût de l'alimentation est pas beaucoup plus élevé. Comme on a l'Allemagne à côté, c'est vraiment moins cher même. Donc, on s'en sort plutôt bien. Un thésard vit plutôt bien au Luxembourg par rapport à ailleurs. Après, l'Université du Luxembourg n'est pas la plus réputée du monde. Elle se construit, elle est récente. Donc, et il n'y en a qu'une seule. Oui. C'est pour ça qu'elle a besoin aussi de voilà. Et puis, j'ai vu que récemment, ils sont en train de. C'est voilà. vrai qu'elle est récente, mais ils sont en train disons, de se développer rapidement, si on peut dire ça comme ça. Ils ont relativement les moyens de leur politique. Ça aussi, si on peut le dire comme ça. Là, on va passer sur des questions pour connaître qui est Monsieur Salmania. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Okay. C'est facile à noter, à retenir. C'est salam, c'est la paix, et Salam. nia, c'est la foi. Donc, salam. Magnifique, magnifique. Là, je vais retenir. Salam nia. Quel est votre. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Alors, ça, c'est une bonne question parce que d'abord, quelque chose d'aussi trivial que la lumière du soleil et du jour. D'accord. Quand on dit ça, ça veut dire de respecter un certain cycle de sommeil, d'accord, et de pouvoir se lever, voilà, le matin pour aller faire des choses. Et d'une certaine façon, ce qui me fait lever, c'est cette envie pressante d'aller réaliser le rêve que j'ai fait dans la nuit, d'accord. Et pour moi, le jour sert à ça, sert à réaliser les rêves de la nuit précédente. Donc c'est ça qui me fait lever le matin. Évidemment, de temps en temps, quelques cauchemars viennent le paysage, mais j'essaie de vite les oublier. J'ai la chance de dormir un peu comme un nourrisson. Et donc, voilà, ce qui me fait lever, c'est ça. Merci. La lumière et réaliser les rêves. C'est parfait. Et vous avez remarqué que j'ai fait un effort sur les tops. Hein. C'est entre nous, private joke, voilà. Autre chose d'ailleurs par rapport à ça qui me vient à l'esprit, ce qui me fait lever aussi, bien sûr, c'est la joie de retrouver mes proches.
ça peut être trivial, mais c'est pour ça que ce qui est important pour les jeunes et peut-être les moins jeunes qui nous écoutent ce soir, je vais prendre du thé moi-même d'ailleurs, parce que c'est à l'heure du thé. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est important dès le départ de se construire une identité, d'accord? Et cette identité, sans la juger, moi, sans juger celle des autres, moi, je l'ai construite en ayant des valeurs familiales et des valeurs, voilà, assez fortes pour moi, d'accord? Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est forcément pour tout le monde, mais moi, je privilégie beaucoup cette vie personnelle que j'ai, d'accord? Et cette qualité de vie. Et c'est elle qui me permet d'être performant sur mon autre vie professionnelle et aussi sur ma vie sociale. Donc, la vie, c'est un tabouret à 3 pieds. Hein. Donc, vie professionnelle, vie personnelle, vie sociale. Eh bien, si un des pieds n'est pas bon, ben, on tombe. D'accord? Et donc, se lever le matin, avoir l'envie de retrouver ses proches, avoir l'envie de retrouver ses amis, discuter, échanger, ça aussi, c'est quelque chose. Éventuellement, raconter ses rêves et puis les réaliser. Et voilà. De les réaliser en même temps. Exactement. Et si vous deviez décrire votre journée de travail à un enfant? Alors ça, c'est une bonne question parce que j'ai une petite fille de 6 ans. Et en gros, si je vois ce que je fais aujourd'hui à l'université, c'est que tous les matins, papa, il se lève pour aller réaliser les idées d'un chercheur qui veut que le monde soit en bonne santé. Voilà, c'est aussi simple que ça, ou pas. Mais c'est l'idée, voilà, d'accompagner des gens. Papa, il accompagne des gens qui vont rendre ce monde meilleur dans la santé. Et lui-même aussi, il participe à ça. J'espère que c'est compréhensible pour un enfant de 6 ans. Je pense que là, c'est compréhensible même pour... 17 ans. Exactement. Voilà. Et quel est votre plus bel accomplissement, tant personnel que professionnel? Alors, l'accomplissement, pour moi, dans le mot accomplissement, il y a une finalité, d'accord? Et j'aime à le croire que j'ai encore de beaux accomplissements à faire devant moi. Et je ne voudrais pas me restreindre uniquement à ceux qui se sont réalisés déjà, d'accord? Et donc, peut-être, j'espère qu'on se reverra pour longtemps, et dans longtemps, évidemment, et aussi dans longtemps, pour te dire à l'orée, plutôt à la fin de ma vie, dire « Ah, c'était celui-là ». Comme il me reste quelques années, j'espère, encore sur cette terre, je peux croire que le plus bel est encore à venir. Maintenant, plus sérieusement, je crois que vraiment, et peut-être m'en sont témoins parmi ceux qui sont là, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour moi, l'accomplissement, c'est plutôt celui des autres que j'ai aidé. On peut revenir aussi là-dessus. Moi, je considère que je suis relativement privilégié. Je suis venu, j'étais enfant, mes parents m'ont ramené en France, je n'ai rien demandé. Okay, j'ai pas eu à me battre aujourd'hui quand on voit des gens qui doivent fuir des pays en guerre, qui doivent fuir des situations économiques difficiles, etc. Bon, à l'école, oui, le parcours est là, mais en gros, j'ai à peu près écouté ce qu'on m'a dit et j'ai mis sur la copie ce qu'il fallait dire. J'étais pas l'élève le plus brillant, j'étais pas le plus mauvais, et donc je me suis laissé porter. Sur la fin, avec le temps, bon, je me suis un peu bonifié, donc on va dire que c'était les dernières années étaient plutôt pas trop mal. Le début, voilà, plutôt un enfant sans histoire. Et pour moi, cet accomplissement, c'est ça. Si je dois le résumer, c'est voilà, c'est quelqu'un, et je ne cherche pas de reconnaissance, mais c'est quand quelqu'un vous a dit, tu as compté pour moi. Ça, c'est on top of my list. Parce que quand tu es dans cette démarche-là, tout va avec. Tout va avec. Et il y a un moment donné, moi, j'ai des gens qui m'ont tendu la main, d'accord? Et je me sens le devoir de tendre la main. Et à un moment donné, la main à qui tu vas tendre à la personne pour essayer de l'aider d'une façon ou d'une autre, tu ne sais jamais ce que l'avenir te réserve et comment à un moment donné, tu pourras te retrouver dans une situation qui n'est pas la situation la plus optimale et que quelqu'un viendra te taper sur ton épaule et te dira, je me souviens, je suis là. Ça, c'est un accomplissement. Alors, j'en ai quelques-uns, je ne vais pas les donner là parce que je n'ai pas donné les noms. Voilà. Mais c'est ça un peu en résumé. Okay.
Et quelle est votre philosophie? La philosophie de De vie, vie, de vie, philosophie de vie. pour moi, alors, comme j'ai dit, j'ai mon père, ça fera un an qui nous a quittés. C'est quelqu'un, évidemment, qui était une personne qui a beaucoup compté pour moi, au vu de ce qu'il a fait. Mais il m'a dit cette phrase, il faut donner beaucoup pour recevoir beaucoup. Donc, il faut pas s'attendre à ce que les choses tombent comme ça, d'accord? Et en général, et c'est dans notre culture, quand je dis dans notre culture vraiment très large, euh, nous, quand on va chez les gens, on vient les mains pleines. Et c'est ça. C'est cette philosophie de vie, c'est quand il y a quelque chose, c'est d'arriver, d'être là, d'arriver avec les mains pleines, par défaut, de faire confiance par défaut, et après on verra. Certains vous diront ça peut être de la naïveté ou pas. Moi, j'ai tendance à croire que ça a plutôt bien marché. Donc, j'ai tendance à croire que plutôt faire confiance par défaut euh, et être dans l'accompagnement, le don, c'est quelque chose qui est en soi une forme de philosophie forte. Alors, je pourrais reprendre un peu des philosophes, mais en gros, je tire comment dire, ma joie d'être d'aider les autres. Donc, je suis un peu un épicurien, eudémoniste, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, un stoïciste, pardon, eudémoniste. D'accord. Ok. Et si vous pouviez échanger aujourd'hui votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Alors, prendre le métier d'un autre. Oui. Euh, alors, il se trouve que je regarde assez peu la télé, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je choisis les moments et les émissions. D'accord? Évidemment, on comprendra que je regarde assez peu souvent Cyril Hanouna. Mais il y a une émission que j'adore pour qu'elle me fait rêver, c'est Un train pas comme les autres. Enfin, ce genre d'émission, un peu, qui passe comme ça. Et donc, son animateur, Philippe Gouglet, d'accord. Si je devais passer la journée dans les peaux de quelqu'un qui a un job, j'adorerais son travail, partir à la découverte des gens, me laisser bercer par le rythme du train. C'est un travail fantastique. Hein. Magnifique. Moi aussi, Je rêve pas d'être dans les voilà dans le bloc opératoire du plus grand chirurgien mondial, etc. Qui aide des gens. Pourquoi pas? Je veux dire, mais quitte à se faire plaisir. Voilà, ça pourrait être sympa quand même de passer une journée à aller découvrir les autres peuples, prendre le train, prendre du bon temps, c'est pas mal. c'est vrai que c'est génial. Moi aussi, je pense que je vais penser à ça. Et si vous avez changé quelque chose cette fois-ci dans votre travail aujourd'hui? Alors, sincèrement, c'est le travail que je fais, et c'est là aussi un conseil qui est assez banal parfois, désolé parce que j'avais le portable dans les mains, c'est que le travail que je fais, j'ai la chance de l'avoir construit à l'âge où que j'ai atteint. Et donc, je me suis relativement plutôt débarrassé des choses qui m'incommodaient. D'accord. J'ai rejoint ce projet à l'université parce que je voulais. On est venu me chercher et j'ai dit oui. Et c'est un peu, mais par rapport à tout à l'heure, ma première expérience professionnelle après le postdoc et après avoir cette je suis venu avec mes conditions parce que j'avais cette balle solide de pouvoir les poser, évidemment. Donc, j'ai pas grand chose à changer parce que j'ai vraiment construit les choses. Ça met du temps. Ça, c'est l'aboutissement d'un travail. Le travail n'est rien sans le talent n'est rien sans le travail. Si on me prête un certain talent, et donc c'est d'avoir construit aujourd'hui mon poste tel que je l'aime, tel que j'ai envie de le faire. Et donc ça peut paraître prétentieux, pris comme ça à l'instant T en disant je ne changerai rien, mais je ne changerai rien, c'est parce que c'est le fruit d'un parcours. Et donc au fil des années, j'ai comme celui qui vient polir la face d'un verre, etc. Et donc au fil des années, voilà, un travail d'artisan de façon à ce que voilà, ce soit quelque chose qui est aujourd'hui comme je le veux. Merci beaucoup. Il y a eu un top. On va prendre Ceux qui regardent fréquemment savent de quoi je parle.
Et est-ce que vous avez un mentor? Alors, oui, j'ai des mentors. Et comme j'ai dit, j'en ai perdu un. Mais j'ai des mentors professionnels. D'abord, il y a une chose qui est importante. J'ai plus d'une quinzaine, entre 15 et 20 ans de carrière professionnelle derrière moi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Eh bien, même aujourd'hui avec ça, j'ai toujours besoin d'un mentor. Parce qu'on apprend toute sa vie. C'est Einstein qui disait, le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir. D'accord? Once you stop learning, you start dying. Once you stop learning, you start dying. Et donc, on a toujours besoin d'apprendre des autres. Et donc, moi, je considère que c'est normal d'avoir quelqu'un qui vient, ne serait-ce que pour avoir ce regard externe. On est dans le guidon. Et donc, de quelqu'un qui vient nous décoller de l'image, qui nous dit, ben voilà la big picture, voilà comment c'est les choses, etc. Donc, oui, j'ai des mentors. En tout cas, la start-up, par exemple, que j'accompagne, et ça, c'est aussi offert par l'Université du Luxembourg, qui a des moyens assez importants, a mis en place un incubateur, d'accord, qu'elle a reproduit par un accord sur le modèle du MIT. Donc, ils ont ce qu'ils appellent le Venture Mentoring System, Service, pardon, Venture Mentoring Service, donc un service de mentoring pour les startups. Et donc, on a des gens vraiment de très, très haute qualité qui nous accompagnent. Donc, on en a 3, d'accord, pour la startup. On fait partie du MAST Challenge et du AIT Food Acceleration Network, qui sont des programmes assez sélectifs. On a un peu travaillé, ça s'est bien passé. Et donc là encore, dans ce cadre-là, on a 2 autres mentors spécifiquement pour cet objectif qu'on a dans le cadre de la participation de ce programme qui vient du MIT, qui est le MAST Challenge. Et le Food Acceleration Network qui vient de EIT, c'est l'Europe, c'est un programme européen. Et puis, il y a un mentor que je n'ai pas, mais que j'adorerais avoir, et c'est Dan Sullivan, qui est le créateur d'un cabinet qui s'appelle Strategic Coach. Lui est basé au Canada, à Toronto, mais qui coach quasiment les plus grands CEO de la planète. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, ils peuvent écouter ces podcasts, Dan Sullivan, Strategic Coach podcast, et vous verrez, c'est quelqu'un qui a une culture phénoménale en termes de business. Il est vraiment au top. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Même si aujourd'hui, votre travail, vous l'avez, disons, en quelque sorte façonné, il y a quelque chose que vous préférez. Je crois comprendre c'est quoi, mais est-ce que vous pouvez le partager avec nous? Alors, il y a plusieurs facettes. La première, évidemment, c'est d'avoir le sentiment de participer à essayer de résoudre un problème d'une large partie de l'humanité, qui est celui de la malnutrition. Des gens qui se nourrissent mal, d'accord? Et là, souvent, mal nourrir, c'est souvent se nourrir en quantité, pas avec les bons produits, etc., et peu respectueux de l'environnement, etc. Je ne parle pas de la malnutrition au sens sous-alimentation. Je ne suis pas sur ce segment-là. Et donc, j'ai le sentiment pour une large partie de la population aujourd'hui qui développe des diabètes, qui a des maladies cardiovasculaires, etc., qu'en essayant de travailler sur ce domaine-là, espérer, avec notre petite contribution et le reste de toutes les startups et toutes les sociétés dans le monde, qu'on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice pour essayer d'aller vers un monde meilleur et avec des gens en bonne santé. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aime dans mon travail, c'est que j'ai été entrepreneur pendant longtemps. Et là, j'ai une opportunité énorme qui s'est transformée en accompagnant un nouvel entrepreneur. Et donc, une forme de passage de témoin. Et donc, d'être dans ce rôle où effectivement, de lui donner des conseils, mais en même temps, de lui laisser l'espace pour qu'il devienne un entrepreneur. Il ne s'agit pas de lui dire, de lui faciliter les choses pour que tous les pièges soient enlevés pour qu'il n'ait jamais. Donc, c'est d'avancer avec lui et de laisser les choses arriver au fur et à mesure pour expliquer ce qu'est un siège, un piège, par exemple, ou un problème, et d'échanger avec lui quelles sont les voies, quels sont pour lui les moyens qu'il mettrait. Et ensuite, moi, essayer le plus élégamment possible de, à chaque fois, m'assurer qu'il choisit le bon chemin. S'il a choisi
par lui-même, je ne dis rien et donc je le laisse avancer. Si jamais c'est critique, à ce moment-là, j'interviens et je dis bon, là-dessus, peut-être qu'on peut, si on devait faire différemment, comment on ferait, etc. Donc, ce travail un peu d'éducation et d'accompagnement, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quelle est la dernière fois où vous avez vraiment ri aux larmes? Bon, tout à l'heure, Il est pas le top, hein? Attention. bon, voilà. Tout à l'heure, on a bien rigolé en préparant cette émission, pardon. Non, il n'y a pas très longtemps, on a fait un week-end avec mon épouse. On a une petite fille, mais ça aussi, c'est important de se ménager des temps. Là encore, et donc voilà, on est parti ensemble et on parlait de choses et d'autres, et on a vraiment à un moment donné ramené un sujet que je ne peux pas dévoiler, mais Mais, qui nous a tenu assez longtemps, voilà, et qui nous a bien. mais, C'était des rires aux larmes. C'était des rires aux larmes. Voilà. et, J'ai la euh, chance d'être accompagné dans la vie. et ça, c'est très important. Je pense que Très ça, bien. c'est un aspect qui est très important quand Oui, on va dans la vie, dans tous les secteurs d'activité qu'on a. Avoir un accompagnement, je pense que c'est c'est quelque ça. chose de très Et alors, pourquoi je l'ai mentionné un petit peu comme ça, de façon un petit peu espiègle, important. c'est parce que là encore, pour les jeunes qui nous écoutent, moi aujourd'hui, je peux le dire sans problème, j'ai 52 ans, je suis pas trop marqué, ça va à peu près, parce que je me ménage et parce que justement j'ai cet équilibre de vie. Je travaille dans la nutrition, donc ce serait quand même assez les cordonniers mal chaussés si je faisais pas moi-même des efforts. Attends, je vais essayer de redresser. Voilà. Et donc, euh, je- j'ai toujours privilégié, donc comme je disais, cette qualité de vie et travailler sur mes trois pieds de tabouret en même temps. Et quand on est jeune, et moi aussi j'étais ça, j'ai vraiment beaucoup travaillé, et c'est à ce moment-là qu'il faut beaucoup travailler et peu compter ses heures. C'est plus dur après sur le plan physiologique, hein, donc c'est aussi ça. Mais quand même, il faut avoir à l'esprit que on peut construire la plus belle des vies professionnelles, et elle peut s'écrouler si on n'a pas construit une vie personnelle à côté riche et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer comme un marchepied. Et avoir un mari, une femme, un compagnon sur lequel le soir on peut expliquer les choses, faire descendre la pression et remonter. Ça peut être un ami, hein, pas forcément, mais voilà, une relation sur laquelle on peut compter véritablement quand les moments sont bons pour les partager et quand les moments sont plus difficiles aussi. Ça, c'est aussi un facteur clé pour sa réussite professionnelle. Donc, bien penser, effectivement, il y a un temps pour le travail, mais qu'à un moment donné, il va falloir cristalliser les choses pour que cela se mette bien en place pour pas être handicapé par l'un ou par l'autre. Okay. Merci beaucoup. Et je prends note. Autre chose aussi, peut-être, puisqu'on est là dans une discussion et on se révèle. Alors, ça s'appelle autour d'un thé. Tu es d'origine mauritanienne, je suis d'origine algérienne. Je vais faire des révélations là. Mon épouse est marocaine, donc on est sur pas mal de pays, etc. J'ai pris le soin de mettre une petite chemise un peu qui rappelle aussi nos origines. Et là encore, parce qu'il y a toujours cette question, d'accord, de comment on se sent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est une proche communautaire, etc. Mais je suis riche de mes valeurs, d'accord. Et je suis riche de ce qui m'a construit et je l'assume, d'accord. Et je pense que ça aussi, c'est important. Alors, c'est un peu moins le cas quand on est dans son propre pays d'origine, etc. Parce que les choses changent pas. Mais quand on va immigrer, pour les jeunes qui vont aller dans un autre pays, les gens vont être beaucoup sensibles à qui vous êtes réellement. Et donc, il faut faire attention à ne pas dénaturer sa propre personne, qui va coûter beaucoup d'énergie, et que si on a des valeurs fortes, les gens peuvent les accepter. Ceux qui les acceptent pas, ben, c'est des gens qu'il ne faut pas non plus rester avec trop longtemps. Et donc, par contre, l'authenticité, être quelqu'un d'authentique, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, être efficace au travail, être efficient, évidemment, la base, d'accord, de cette pyramide, pas de Maslow, mais c'est la base dans la construction de son parcours professionnel. Mais la brique d'authenticité est vraiment importante parce que c'est celle-là qui va générer la loyauté, la confiance. Et donc, il faut pas être en désaccord. Il faut pas avoir une dissonance entre ce qu'on est réellement et ce qu'on projette.
sans évidemment que ce soit un porte-drapeau ou un étendard. J'ai pas de drapeau tatoué. D'ailleurs, à la limite, pour être tout à fait franc, si je devais en tatouer un plus, ce serait peut-être celui où je vis. Euh, Parce que c'est là où je passe 100% de mon temps. Mais ce n'est pas ça. Je suis riche de tout ça. D'accord? Et donc, c'est tout le package qu'il faut prendre. Voilà. Merci. Et je pense que vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui, on peut dire, des mentors de certains entrepreneurs. Si vous avez aujourd'hui un stagiaire ou bien un jeune entrepreneur qui commence, quel conseil vous donnerez à ces jeunes recrues? Ça, c'est une bonne question. Alors, la première des qualités, que l'on soit scientifique ou pas, c'est la curiosité. Et quand on dit la curiosité, évidemment, je n'ai pas forcément envie qu'un stagiaire vienne me poser des questions toutes les 5 minutes, parce qu'évidemment, il faut aussi faire son travail. Mais quelqu'un qui n'est pas investi à fond, on va pas forcément faire une longue route ensemble, parce que la curiosité est un moteur très fort. Il y a une vidéo qui circule avec Steve Jobs sur les tout débuts de la construction de son équipe, etc. Et quand cette équipe se recrutait, c'est-à-dire c'est l'équipe qui recrutait à chaque fois les nouveaux membres, et pas que Steve Jobs qui prenait la décision. Et dans cette vidéo, on voit tout le parcours des gens qui disent, voilà, quand on a fait des entretiens, que ce soit des gens, quel que soit leur niveau, hein, ils devaient rencontrer quasiment toute l'équipe. Il y avait des lunchs, voire des dîners parfois, pour être sûr que c'était compatible. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il dit, voilà, nous, on avait créé le premier Mac, et on avait des gens. Et les gens qui venaient, qui disaient, ah ouais, c'est un nouvel ordinateur, c'est pas mal, ils disaient, non, c'est pas l'esprit Mac. Quelqu'un qui venait, ah, tiens, c'est quoi cette machine, etc., on sentait qu'il avait envie de découvrir, qui projetait cette curiosité et cet engagement. Là, oui, ça donne envie d'aller plus loin. Moi, c'est plus ça que j'attends d'un stagiaire. Une forme d'autonomie, il faut assumer quand on prend un stagiaire la responsabilité de le former. D'accord? Donc, on a cette responsabilité. Mais ça doit durer un temps. À un moment donné, il faut que justement la personne, le stagiaire, le ou la stagiaire, commence à produire. Et ça dépend de l'ADN de l'entreprise. Vous allez avoir des entreprises qui vont être avec des codes extrêmement stricts, parce que ça peut le justifier, hein, si on est dans l'armée, dans le nucléaire, etc. On ne va pas laisser trop d'interprétation, de liberté. Mais dans le monde des startups, on est dans un monde de créativité, et donc il faut laisser aussi l'opportunité aux stagiaires d'être contributifs dans ça. Et donc, quelqu'un qui va jamais s'exprimer, etc., il n'aura pas compris forcément l'endroit où il est. D'accord? Donc, on va essayer de l'accompagner au départ, mais à un moment donné, il faut que le déclic se fasse. Donc, c'est très tentant pour beaucoup de gens, le monde des startups. Hein, on pourra en venir après, c'est l'objet d'une autre émission. Pas forcément avec toi, hein, avec quelqu'un d'autre. Mais je crois que c'est ça qui est important. Que l'attend un stagiaire, j'ai envie de dire la chose numéro 1, c'est la curiosité. Quel est l'impact aujourd'hui du Covid sur votre activité? Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a eu un impact positif et un impact négatif. L'impact négatif, évidemment, c'est que ça a retardé un certain nombre de choses qu'on avait planifiées par rapport à cette structure. Par contre, le fait que ça ait retardé, on n'est pas resté les bras croisés. On en a profité pour faire d'autres choses. Et probablement que si ça ne s'était pas produit, on ne les aurait pas déclenchés. Et donc, finalement, on a essayé de faire en sorte que ce moment difficile, évidemment, on a pu le faire parce que nous-mêmes étions en bonne santé et pas touchés, hein, mais ce moment difficile, on l'a mis au profit. Par exemple, on est nous dans le développement, dans la médecine personnalisée, dans la nutrition personnalisée, basée sur la modélisation métabolique. Et donc, c'est des algorithmes et de la programmation informatique, pour faire court. Et donc, on en a profité pour revoir complètement l'efficacité, la performance du programme. Donc, ça nous a permis de faire ça, alors que si on l'avait pas fait, on avait déjà des contrats en cours, on aurait commencé par ces contrats, on en a déjà, mais ces nouveaux contrats, pas forcément avec un produit qui était aussi performant qu'il l'est aujourd'hui.
Et donc maintenant, ils sont en train de revenir vers nous, d'accord? Et là, maintenant, on peut avancer avec eux avec un produit qui est encore plus performant que ce qu'il était au départ. Donc, voilà, on a essayé de faire de s'accommoder de cette difficulté dans le monde. Vous avez anticipé, ça vous a permis d'anticiper, ça vous a permis de non, mettre. on n'a pas anticipé. On a été pragmatique. Ça nous est arrivé. Ces choses se sont décalées et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire entre temps. Pour le moment où ça s'est décalé, les gens nous ont dit écoutez, dans 6 mois, voilà, on fait quoi maintenant? Et donc on s'est réunis les trois et donc on a essayé de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire et prioriser. Donc pas vraiment une anticipation, mais plutôt essayer de profiter de cette période pour passer des choses qui n'étaient pas prioritaires dans notre agenda. Oui, anticiper par rapport à ça, mais disons, on a peut-être plus efficient de mettre la machine beaucoup plus de faire un checking sur tous les niveaux de la machine pour que ça soit plus efficace encore. Exactement. Et nous vivons on disait entre guillemets le post-Covid. J'espère que tout se passe bien, qu'on continue à gérer les gestes barrières et qu'on soit vraiment cette fois-ci déconfiné totalement. Mais aujourd'hui, les jeunes sont face à une difficulté, c'est la recherche d'emploi post-Covid. Quels conseils vous donneriez à ces jeunes-là? Alors, ça, c'est intéressant parce que là, il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté par une association de jeunes docteurs en biotechnologie, association européenne, et qui m'a contacté pensant, peut-être à juste titre, je ne sais pas, que je maîtrisais suffisamment bien un outil comme LinkedIn. Et on sont des jeunes docteurs, ils m'ont dit, voilà, on est de tout jeunes docteurs, on se lance sur le marché, on est en train de finaliser notre thèse, et donc on voudrait vraiment voir comment se mettre à profit cet outil au service de notre carrière. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que justement, il y a des outils, que ce soit LinkedIn, bon, Twitter dans une moindre mesure, Facebook dans encore une moindre mesure, je ne condamne pas nécessairement, mais il faut bien faire attention. Et donc, il y a des outils pour essayer justement d'apparaître et de se mettre sur le marché. Le premier, c'est LinkedIn, c'est un outil incontournable et il faut vraiment passer du temps à faire son profil LinkedIn. Je veux dire que ce soit des docteurs ou des ingénieurs, là je m'adresse aux quelques étudiants qui sont connectés peut-être, vous passez 5 ans ou 8 ans de votre vie, d'accord, pour essayer de vous projeter dans un futur. Ça vaut peut-être le coup de passer 1 heure sur la construction de votre profil LinkedIn pour essayer de valoriser ces 5 ou 8 ans. D'accord? Parce que s'il est très mal fait, il ne donne pas envie, eh bien, vous n'allez pas attirer les recruteurs, vous n'allez pas attirer les entreprises qui vont vous regarder. Tu sais de quoi je parle, puisque toi-même, tu es recruteur. Et donc, forcément, un profil LinkedIn qui donne envie, c'est mieux qu'un profil qui ne donne pas envie, où il faut aller se casser la tête pour savoir ce que la valeur du candidat. Quand les gens font l'effort. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et à côté de ça, il y a le réseau. Le réseau, c'est très important. Il se construit, il s'entretient. Et si je reprends l'exemple de LinkedIn, parce qu'il n'y a pas que la vie en ligne, hein, il faut aller participer à des conférences, rencontrer des gens. Si je reprends le réseau LinkedIn, la course au nombre d'abonnés n'a aucun intérêt sur LinkedIn. Il faut avoir un nombre maîtrisé avec lequel on va essayer d'interagir le plus souvent, le plus naturellement. Éviter de faire des fautes d'orthographe, c'est mieux. Éviter de s'adresser comme on s'adresserait sur d'autres plateformes, parce que là, c'est votre vie professionnelle. C'est là où je parlais aussi du tabouret. D'accord? LinkedIn, c'est votre pied professionnel. Et donc, c'est les codes de la profession, du monde de l'entreprise ou de l'institution, etc. C'est le code du monde du travail. Facebook, ça va être le code du monde, je ne condamne pas Facebook, voilà, ou Instagram ou les autres, c'est un monde qui va être social, voire personnel pour des groupes fermés. Vous ne pouvez pas communiquer de la même façon parce que c'est 2 mondes différents. Et donc, il faut vraiment faire attention à toujours donner la meilleure image de soi. Et alors, ça peut, pour certains cas, et je finis avec ça, inhiber certains qui vont se dire, ah oui, mais j'ai pas le niveau, etc. Donc, du coup, je vais. Non. Toutes les actions, il ne faut pas être en réaction sur LinkedIn. Il faut être en action. C'est-à-dire que vous pouvez penser à un post que vous allez faire à froid,
et le poster. Évidemment, si vous réagissez par rapport à un post qui s'est produit quelques minutes avant, etc., et donc vu que ça défile, vous n'avez pas forcément du temps, mais si vous pensez à un moment donné écrire un article, vous avez de la matière pour écrire un article, qu'on peut écrire aussi des articles sur LinkedIn, ça peut valoir le coup si vous avez quelque chose à dire. Par contre, essayez autant que faire se peut de faire le moins d'erreurs de typologie, de vous relire, etc., parce que les médisants ne verront que ça. Et c'est un peu dommage. Là, c'est le métier hein, d'aller traquer la coquille sur un texte de 250 lignes. Et donc, autant ne pas leur donner raison. Et donc, ça, c'est important. Par contre, voilà, à côté de ça, ne pas hésiter à aller à des congrès, ne pas hésiter. Il faut sortir de la maison. En sortant de la maison, il est possible qu'au coin de la rue, vous allez rencontrer votre prochain au coin de la rue ou voilà, dans une rencontre, une manifestation professionnelle, surtout si elle est gratuite, votre futur employeur. Il est possible que vous allez le rencontrer. Donc, il faut sortir, il faut exister. C'est ça les conseils que je donnerais si je devais en donner. Enfin, maintenant, je les ai donnés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et à la jeunesse africaine? La jeunesse africaine, pour moi. Cette jeunesse talentueuse, cette jeunesse pleine d'ambition, mais que, voilà, nous savons. Oui, alors, bon, l'adversité est un très bon professeur, d'accord, mais il ne suffit pas. Et donc, effectivement, je crois que c'est important de travailler sur les deux tableaux. Quand on est vraiment très, très bon, je parlais vraiment les profils qui sont vraiment à plus, avec une intelligence phénoménale, bon, ceux-là, en principe, puisqu'ils sont intelligents, arriveront à tirer leur épingle du jeu, et soit localement, soit à partir à l'étranger. Quand vous êtes, et c'est la majeure partie, et heureusement, le monde tourne avec les gens moyens, dont je fais partie, ok, les gens moyens, eh bien, il faut faire un plan. Il faut programmer sa vie, d'accord? Programmer sa vie, vous devez avoir un plan A, un plan B, un plan C, d'accord? Le plan, donc un premier plan qui dit, voilà, je sais faire ça. Alors, en Afrique, c'est plusieurs pays, d'accord? On peut déjà bouger à l'intérieur de l'Afrique quand c'est possible. Je ne parle pas des pays qui sont en tension vraiment absolue, mais on peut bouger un peu et essayer déjà. L'Afrique en elle-même est aussi porteuse, aussi parfois de jobs, de solutions. Il y avait il n'y a pas longtemps Madame Fall, Nabou Fall, qui avait travaillé avec une compagnie sud-africaine, etc., lorsqu'elle était dans son pays. Donc, il y a aussi en Afrique des ressources qui existent. Et donc, il faut savoir se projeter dans son pays, parfois c'est très difficile, c'est vrai, et avoir un plan A, un plan B de régional et un plan C à l'international. Il faut bien comprendre qu'à l'international, hélas, vous allez, la jeunesse africaine va rentrer en compétition avec des gens du monde entier, qui aussi ont faim, avec des gens d'Asie, avec des gens du continent indien, etc. Et donc, oui, effectivement, on a envie d'exister, on a envie d'être bon, mais la compétition est très forte. Donc, il faut se préparer, ne pas aller sur de la déception. Je ne dis pas ça pour comment dire, annuler tout espoir. Je dis ça pour être pragmatique dans la vie. D'accord? Et donc, il faut calculer les choses. Et donc, si, ne pas dire, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait aller à l'étranger, moi, je l'encourage, quitter, etc., pour revenir ou pas. Mais ça ne doit pas être une aventure, voilà, et on y va et on ne sait pas où on va. Ça se construit. On ne dit pas que n'importe quel pays qui me prendra fera l'affaire. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir un plan dans sa vie. Si vous voulez aller aux États-Unis parce que les États-Unis vous amènent précisément quelque chose dans le domaine où vous êtes, alors vous le construisez. Et la côte Est, ce n'est pas la côte Ouest, etc. Donc vous préparez les choses et longtemps à l'avance. Toujours un train d'avance pour reprendre les trains pas comme les autres. Et si vous voulez aller en France ou ailleurs en Europe, en Allemagne, c'est pareil. Vouloir aller en Allemagne parce qu'on est dans par exemple, le milieu de l'automobile vous intéresse et Mercedes, Porsche, etc. C'est génial, j'aimerais aller en Allemagne. Peut-être commencer à s'intéresser à la langue. Peut-être ce sera plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, effectivement, l'anglais est une langue de travail. Ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera bloquant de ne pas connaître l'allemand. Mais ce sera un plus quand vous serez là-bas et que vous direz, vous avez déjà. Donc tout ce travail. Et quand on est jeune, c'est facile d'absorber une nouvelle langue. En 2 ans, c'est fait. Donc projetez-vous, faites des plans et projetez-vous à long terme, suivant le temps que vous avez devant vous. Évidemment,
moins vous avez de temps et moins vous aurez d'opportunités de faire ces plans. Pas se mentir. Mais si vous démarrez votre carrière universitaire et que vous avez un objectif, il est toujours bon sur cet objectif. Ce sera toujours le meilleur objectif possible que vous ayez pour peu que vous ayez préparé les choses. C'est ce que je peux dire à la jeunesse africaine. Et surtout, vraiment, c'est de considérer le régional. Je suis pour que les Africains aillent en Europe, aillent en Asie, aillent partout. Mais en même temps, on ne peut pas se lamenter sur notre sort si nous-mêmes ne nous entraînons pas. D'accord et par exemple, c'en est la Daoust est aussi un exemple, puisque c'est Dakar qui vient en Mauritanie, etc., via l'American University, mais c'est aussi ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est aussi se dire voilà, l'Afrique c'est difficile, il y a des endroits en Afrique qui sont moins difficiles, ça peut être une première porte de sortie quand on n'est pas soi-même dans ce pays, et puis ça peut être ensuite les autres pays, et je vais construire mon parcours professionnel et ne pas le laisser, voilà, me laisser porter comme une feuille par le vent et voir où j'atterrirai. Non, c'est ça le conseil. Merci beaucoup, Adam. Là, on arrive vers la fin de cet échange qui est vraiment très plaisant et merci beaucoup pour ce partage. Là, vraiment, c'est quartier libre pour vous. Vous les conseils si vous voulez parler de vos actualités. Voilà, c'est quartier libre pour vous. Alors, je regarde mon téléphone parce que c'est exactement ça. Hein. On va être transparent. Moussa, on va être transparent parce que c'est facile de donner des conseils aux autres si on ne se les applique pas soi-même. Évidemment, pour cet entretien qui a l'air très naturel, très détendu, nous l'avons préparé. Désolé de... Non, mais c'est important parce que nous l'avons préparé. Pas totalement parce qu'évidemment, il y a des réponses un peu du tac au tac, mais il y avait un certain nombre de questions que Moussa, tu m'avais préparé, tu m'avais dit, en fonction de la durée, on aura ou pas le temps de les aborder. Il se trouve qu'il reste une ou deux questions qu'on n'a pas abordées, donc si tu permets, je vais la dire. Et il y avait, voilà, je pouvais le temps d'une journée. Alors, il y avait échanger mon travail, mais aussi il y avait si je pouvais, parce que ça c'est important. Pareil, le temps d'une journée, quelqu'un. Si je pouvais être quelqu'un le temps d'une journée. C'était cette question et elle me tient à cœur pour la raison et de la réponse que j'ai préparée, pour lequel il essaie d'être le plus naturel possible. mais voilà, chers amis, chers étudiants et étudiantes, il n'y a qu'une seule clé pour réussir dans la vie. Et je vais vous le dire, et c'est une clé qui se décline en 3 niveaux. La première, c'est préparer. La deuxième, c'est préparer. Et la troisième, vous avez tous répondu ensemble, c'est préparer. Et donc, là encore, le talent, n'est pas, mais c'est du travail caché. C'est du travail caché. Et donc, je reviens à cette question. Donc, si je pouvais être le temps de journée de quelqu'un d'autre, alors évidemment, j'ai déjà fait référence à mon père et à qui, voilà, pour moi, je pense que il aurait aimé cette interview, cette connexion avec le monde. Et si je devais le temps d'une journée, j'aurais aimé être mon père pour évidemment la journée. En fait, il y a 2 jours, évidemment, le jour où il m'a donné naissance et donc où il a insufflé en moi un certain nombre de choses qui m'a et donc j'ai compté pour lui. Ce jour-là, j'ai compté pour lui. Et le deuxième jour où j'ai compté pour lui, c'était, je pense, j'aurais aimé être dans sa tête le jour où j'ai obtenu cette thèse. Non pas que je suis fier de cette thèse, mais c'était un aboutissement. Et c'est là l'accomplissement de tout à l'heure. Je fais une parabole par rapport à l'accomplissement dans les yeux des autres. Mon père avait travaillé toute sa vie pour ça. Toute sa vie pour faire de nous des bêtes de course universitaires. Alors, certains ont plus ou moins réussi dans la famille. En tout cas, moi, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout. Et c'était et j'avais invité donc mes parents le jour de ma thèse, parce qu'on s'adresse à des étudiants, c'est pour ça que je fais mention à ça aussi. Et donc j'ai juste vu les yeux, mais j'étais pas dans l'émotion de mon père qui s'est dit et qui a fait des sacrifices énormes. Je me suis sacrifié pour ça. Il a fait le job. Et donc, voilà, si je devais être une journée dans la peau de quelqu'un, ce serait celle de mon père le jour où il a vu ça.
Et j'espère voilà, que cette journée a compté pour lui dans sa vie. Vraiment, merci beaucoup, Adam. Vraiment, là, je sais pas quoi dire. Tu m'as scotché. Et merci pour cette franchise. Merci pour ce partage. Vraiment, je suis très, très, très content. Euh, J'espère que les gens en ont profité. Ils vont en profiter de votre témoignage parce que c'était vraiment touchant. Et là, j'ai plus de mots, sincèrement. Tout ça fait sincèrement, j'ai plus de mots. Merci, un grand, grand. Alors, il me reste, techniquement, il me reste 4-5 minutes. Donc je vais jusqu'au bout pour les téméraires qui veulent aller jusqu'au bout des 21 heures. Hein. Tu sais, moi, je suis un scientifique et on me dit 21. Ok, bah donc ça va jusqu'à 21 heures. Et donc, le chrono, il me reste quelques minutes. Et si tu me remets ton humilité, ta gentillesse aussi, je voulais te remercier. Alors, pas pour moi ce soir, parce que j'ai eu l'occasion, avec ces premières, comment dire, émissions, autour d'un thé, de découvrir des profils. De découvrir des profils et qui parfois pour lesquels j'étais à milieu d'imaginer que j'avais des choses en commun avec eux. Que ce soit des jeunes femmes d'origine africaine ou des jeunes hommes d'origine africaine ou d'origine maghrébine ou autre, mais qui avaient des parcours complètement différents du mien, mais pour lesquels j'ai retrouvé un certain nombre de valeurs. Et donc ça m'a fait du bien aussi de me dire, bah voilà, je suis connecté, je fais partie de cette chose et qu'il n'y a pas de secret si tu nous as réunis là-dessus sur cette émission. Et donc vraiment, je suis vraiment très curieux de découvrir et j'engage vraiment les jeunes à passer cette petite heure, non pas pour te faire uniquement ta promotion, mais pour écouter la diversité des profils. Parce qu'aujourd'hui, les exemples qu'on nous donne à la télé, les BFM TV ou autres pour ce qui est de la France ou ailleurs, ils sont assez, hélas, peu inspirants. Non pas que je suis quelqu'un d'inspirant, mais il y aura à un moment donné, pour un des étudiants, quel que soit, ou pas étudiants d'ailleurs, de jeunes travailleurs ou de moins jeunes, qui, comme moi, par exemple, le soir où j'ai écouté, par exemple, Naboo, où j'ai écouté, je suis désolé, peut-être Alzheimer me guette, mais la personne qui était dans la logistique aux Pays-Bas, Mohamed Saïdi. Mohamed Saïd, qu'il m'en excuse s'il est là ce soir. Et je me suis retrouvé beaucoup en connexion avec ce qu'il disait. Ce sont des profils qui sont totalement différents et pourtant, il y avait une communauté de valeurs. Et donc, pour ces jeunes-là, je pense que c'est important aujourd'hui, et les moins jeunes, de se dire, OK, on est sur des continents différents, on est sur des métiers différents, on est sur des problématiques différentes du vécu et du quotidien. Et pourtant, il y a un dénominateur commun qui existe. Et donc ça, c'est important parce que ça permet aussi aux gens de se projeter en disant, j'ai aussi en moi ces ressources-là. Effectivement, si je me trouvais téléporté dans un autre lieu, et là encore, je reviens à la jeunesse africaine, peut-être que je ferais mieux, beaucoup mieux que là où je suis, à l'endroit où je suis, à Dakar, Bamako ou Yamoussoukro ou peu importe. Et désolé pour les villes que je n'ai pas citées. Et donc, moi, je pense que c'est ça, c'est de se dire, voilà, ne pensez pas que vous êtes tout seul dans votre endroit, il y a une communauté de valeurs, et peut-être à travers LinkedIn, alors que je ne sais pas si le nombre de demandes de connexion va exploser, mais essayez de retrouver, d'écouter cette émission, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous parler, et que si vous savez vous adresser à lui, ou à elle, c'est peut-être celle ou celui qui vous tiendra la main dont vous aurez besoin à l'instant T donné. Donc, cette émission-là, vraiment prenez-la très au sérieux, non pas vraiment pour faire de la publicité, mais parce que j'ai l'intime conviction que pour certaines personnes qui nous écoutent, et en particulier qui sont en Afrique, ça peut être un game changer. Ça peut être vraiment quelque chose qui va les projeter dans la vie. Juste pour finir, moi, je travaille à l'université et il me reste 50 secondes. J'accompagne un projet en Algérie. Alors, je ne suis pas l'initiateur, je le fais en dehors de mes heures d'université, j'ai un employeur, hein, je respecte ça, donc le week-end, donc j'essaie de travailler le soir, ma condition physique me le permet pour le moment, mais j'accompagne, donc je suis toujours en connexion avec ça. Alors, bien sûr, aujourd'hui, l'Algérie, je suis en discussion avec des gens aussi au Sénégal, pour des projets aussi en santé, juste en discussion légère, quand mon temps se libérera, mais il y a cette connexion et on est très nombreux, sachez qu'on est très nombreux à avoir cette connexion, et qu'à un moment donné, vous représenterez peut-être la solution pour l'un et pour l'autre pour aller développer ces projets. Donc, ça se passe sur cette chaîne,
Ça se passe autour d'un thé et vous trouverez la personne, j'en suis sûr, qui vous permettra de vous réaliser. Sur ce, merci beaucoup, Coach Kedem. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et encore merci à tous ceux qui sont restés jusque-là pour écouter. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et vraiment, rien à dire. Merci pour Oh, rien à dire. Merci beaucoup, Adam. Bonne soirée. À bientôt, ça. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.